Kirghizistan, Tadjikistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Russie, Chine, Taïwan, les Philippines. Voilà maintenant 4 mois et 27 jours que je suis parti de ma belle Moselle natale pour parcourir ce continent qui alimente tant de mes fantasmes. L'Asie. J'ai eu un peu de mal avec la Corée. Pas parce que c'était un mauvais pays, pas du tout, loin de là, mais parce que je savais plus trop quoi chercher en arrivant ici. Et pourtant, difficile de ne pas être happé par Séoul. C'est une capitale tentaculaire où les foules et les voitures se croisent au pied des tours d'acier et de verre, où la vie ne semble jamais vraiment marquée d'arrêt. Comme toutes les grandes villes est-asiatiques que j'ai visitées, c'est objectivement chaotique, mais toujours rodé et parfaitement fonctionnel. On évolue dans une cohue structurée autour d'un comportement généralisé éminemment respectueux de la part de la population, où l'insécurité urbaine qui fait tant jaser de notre côté du globe ne semble pas avoir réussi à passer la frontière. Si c'est indéniablement agréable et admirable, contrairement à leur cuisine extraordinaire, j'en venais à trouver que ça manquait un peu de piment. À chaque mégalopole asiatique, sa dose de folklore, et Séoul ne fait pas exception. Au nord de la ville, on prend notre dose de Corée à l'ancienne, devant l'impressionnant palais de Gyeongbok, où la relève de la garde en costume traditionnel en plein cœur de la Séoul du XXIe siècle impressionne autant qu'elle offre un contraste pour le moins saisissant. À l'intérieur, on navigue dans une foule hétérogène de touristes et de locaux, dont un grand nombre portent le hanbok, même si de nos jours, c'est un vêtement habituellement porté principalement pour des occasions particulières, comme des mariages. Gyeongbokgung signifie palais du bonheur resplendissant. De là à dire qu'il m'a rendu heureux de façon resplendissante, faut peut-être pas déconner, mais je l'ai trouvé superbe, calme et reposant, malgré la cohue. Et les efforts de conservation et de reconstruction du complexe par les autorités coréennes m'ont conforté dans l'idée que c'est pas demain la veille que la modernité effacera la tradition. Ce qui m'a rendu heureux en revanche, ça a été de revoir Tonton Wani, rencontré quelques semaines plus tôt à Taïwan et qui m'a invité à randonner dans les montagnes qui entourent la capitale. Really traditional and famous Korean food. I think I had this already. But actually, this restaurant is really famous. I trust you. Of course. You should. Yeah. Le Gwanaksan, c'est une petite montagne de 632 mètres d'altitude au pied de laquelle est construite la prestigieuse Université nationale de Séoul. Elle est donc très bien desservie par les transports en commun, d'où sa popularité au-delà de la qualité du parcours. Et Wani, c'est un sourire sur pattes avec un cardio de colibri. Wani, are you satisfied with your life in Seoul? Of course. I do love it. What's the best part about Seoul? Best part of Seoul. I have no idea what to say, but as it is, I myself is a part of Seoul. Oh, Yeah, I do love it. that's nice. Lucky you. I wish I could say the same. Wani est très discret sur sa vie privée. Comme toi, comme moi, il doit avoir ses galères, mais le fait de se sentir faire partie de son environnement, de se sentir chez lui à Séoul, c'est sûrement ça qui alimente son sourire permanent. Moi, je me suis jamais senti vraiment chez moi qu'à la maison de mes parents, et plus je voyage, plus ça empire. Je me fais des amis un peu partout, je découvre des trucs que j'aime aux quatre coins du continent, et je me construis une sorte de chez-moi chimérique qui n'existe pas vraiment. J'ai adoré ma journée avec Wani, même si quelque part il m'a rappelé que je suis ce type qui pense trop et qui invente des problèmes qui n'existent que dans sa tête. Mais bon, au moins ça me fait de la matière pour mes vidéos. Et puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'aurais pu te pondre 1000 tournures alambiquées pour te dire que la vue est belle, mais t'as des yeux, tu le vois bien. Enfin bref, on a terminé la journée comme il se doit autour d'un excellent dîner coréen. La tête trop pleine a laissé sa place au ventre bien rempli. Puis on s'est séparés, simplement, sans grands adieux ni grandes phrases, et je crois bien que j'ai aimé cette simplicité. Trois jours sur Séoul, c'est insuffisant, alors il faut faire des choix. Et j'ai pas pu résister à la piqûre de la curiosité d'aller voir ce qui se passe au nord, à la frontière nord-coréenne. Alors j'ai booké une excursion organisée vers la DMZ, la zone démilitarisée, qui est ironiquement une des zones les plus militarisées du monde.
Il y a des façons moins chères d'y aller, mais je venais de choper une crève carabinée. J'avais envie de me laisser porter tranquillement. Et là, grosse déception. Pas par l'excursion qui était bien huilée, mais à cause du traitement du contexte. Tout le monde le sait que la Corée du Nord est un désastre humanitaire absolu. Ici, on a quelques beaux monuments qui nourrissent l'espoir d'une réunification et qui rendent hommage aux familles séparées par le conflit. Le reste de la DMZ est un espèce de Disneyland obscur sponsorisé par Hollywood. À vouloir jouer le sensationnalisme à tout prix, on finit par désensibiliser les visiteurs. Résultat, une propagande grotesque à laquelle le fameux 3e tunnel ne fait pas exception. On vient de sortir du 3e tunnel qu'on a pu apercevoir dans la vidéo de présentation un rien propagandesque. On n'a pas le droit de filmer à l'intérieur et des détecteurs de métaux partout. J'ai pas voulu tenter le diable. Mais en gros, c'est un long tunnel, humide et froid, qui mène vers un tunnel plus étroit, également humide et froid, qui était donc construit par les Nord-Coréens pour envahir la Corée du Sud. Et il y a peu de choses à voir, si ce n'est quelques trous dans les parois, des trous de dynamite, qui leur servaient d'excuse pour faire croire aux Sud-Coréens qu'ils étaient là pour miner du charbon. Mais en soi, c'est tout. C'est qu'un tunnel et tout au bout, il y a un petit trou de jour par lequel on peut apercevoir le soleil nord-coréen. Rien de plus à dire. Ensuite, on nous emmène devant un panorama d'où on peut admirer la bataille de crottes de nez nord-sud. D'un côté, des enceintes qui hurlent de la K-pop vers le nord. De l'autre, une terrasse fermée parce que les Nord-Coréens ont eu la brillante idée d'envoyer des ballons remplis de merde humaine vers le sud. Et là, planté au milieu de ce décor, le drapeau nord-coréen, hissé à 160 mètres de haut, dans un village vitrine, symbole d'une prospérité qui n'existe pas, simple réponse au mât sud-coréen de 100 mètres construit quelques mois plus tôt pour provoquer lui aussi. Un concours de bites en tissu, version péninsule coréenne. Enfin bref, j'ai entendu dire que le nouveau président avait calmé le jeu sur les crottes de nez dans un objectif d'apaisement. Et franchement, j'espère que c'est vrai parce que ce genre de conneries, c'est pas digne d'une grande puissance comme la Corée du Sud. Elle, c'est ma cousine Jeanne. Elle a suivi son copain à Daegu dans le cadre de ses études pour 11 mois. Daegu, coincé au creux d'un bassin, c'est la ville la plus chaude du pays. Et pourtant, ça restera ma ville préférée en Corée parmi les 3 que j'ai visitées. C'est pas une mégalopole géante comme Séoul, c'est pas non plus exactement une ville à taille humaine, mais c'est malgré tout l'atmosphère qui s'en dégage. On s'y sent bien, c'est pas intimidant, c'est chaleureux, et c'est assez grand pour ne manquer de rien. Puis bien sûr, il y a Jeanne. Jeanne, c'est un peu la petite sœur que j'ai jamais eue. On se voit rarement parce qu'on habite loin de l'autre, on se parle peu, mais à chaque retrouvaille, c'est comme si on avait grandi ensemble. La voir ici entreprendre un projet aussi grand, la laisser me guider dans ce petit monde qu'elle était en train de se construire, je crois bien que ça m'a rendu fier d'elle en un sens. J'avais son âge quand je me suis tiré la première fois tout seul au Japon pour plusieurs mois, il y a maintenant 8 ans au moment où je prononce ces mots. Elle m'a permis de revivre des moments que je pensais perdus. Cette adaptation dans un monde où tout est différent, cette découverte du monde avec un grand M, cette immersion culturelle totale et absolue, cette excitation devant un futur proche, imprévisible et jonché de points d'interrogation. À l'époque, j'avais détesté le jour de mon départ, j'étais terrorisé. Aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi pour le revivre. C'est une des raisons pour laquelle je voyage autant aujourd'hui. Je cours après ce rush que je retrouverai sans doute jamais. Je l'ai un peu revécu par procuration, à travers les yeux de Jeanne. Alors la Corée, t'es prête à y passer presque un an? En vrai, ouais, ça me tarde de voir toutes les couleurs, de revenir ici et de voir toutes les couleurs. En automne, la neige, les décos de Noël, je sais pas, ça me tarde. Et tu penses que c'est la France qui va te manquer pendant que tu vas rester ici ou que c'est la Corée qui te manquera quand tu seras revenu en France? Ah, les deux, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Hein. Quand on est ici, on veut la France, et quand on sera en France, on voudra revenir en Corée. Mais bon, c'est chouette. T'es optimiste? Pour l'une des rares fois de ma vie, ouais. Ça, c'est beau, ça. C'est la magie du voyage. Stop is Cheonggu Green Mansion, Ilcha Apartments.
Et tu sais, ce matin, quand je me suis levé, à 12h30, je suis pas fier, je suis allé dehors, et genre, c'était la même météo que dans mon bon bled de Moselle. J'ai l'impression d'être à la maison à nouveau. C'est trop bizarre comme... Avec les 22 degrés, le côté un peu frais du matin, automnal. Puis il y avait une belle couleur orange et tout, c'était chatoyant, c'était comme à la maison. Comment tu l'envisages, le retour en France? Le retour définitif, j'entends pas. Le retour définitif, je sais pas du tout. Ça fait que 1 mois que je suis là. Je sais pas du tout. J'ai pas envie d'y penser en vrai. T'as bien raison. J'y penserai quand ce sera le moment, tu vois. Il y a 2 solutions, soit je serais hyper contente de revenir parce que je commence à avoir le mal du pays, soit je vais avoir envie de repartir direct. Personnellement, je préférerais que ce soit la 2e option. Et hop. Que t'as envie de repartir direct? Ouais. J'aimerais bien repartir direct. Ça me fait penser à quand j'étais en Chine il y a 1 mois. J'étais au téléphone avec ta mère. Ouais. Et je lui avais dit, tu sais, ça se trouve, elle reviendra pas. Hein. Oh mais Yann, comment tu peux me dire ça? Et je lui dis, Véro, si elle est heureuse en Corée plus qu'en France, ce serait égoïste de la faire revenir à la maison. On verra. Ouais, mais surtout que j'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose. Ça fait du bien ça. Hein. Bah le fait déjà d'être atterri à Séoul, avec, oui bon, mes parents m'ont beaucoup aidé, ça c'est une certitude, c'est sûr. Mais je suis quand même contente d'avoir travaillé, d'avoir essayé de me battre pour pouvoir arriver jusque là, quoi. C'est cool. T'as pas essayé, t'as réussi. Ouais. Et puis là, je me suis encore battue, j'ai trouvé un travail, ça me soulage de fou. C'est un bon taf, hein. La bonne planque, hein. Le room service où on voit des gens baiser dans les chambres. C'est génial. Les jours qui ont suivi, Jeanne enchaînait les services à son taf. Alors j'ai fait ce que je sais faire de mieux, errer sans but dans les rues avec ma caméra, tenter de capturer l'atmosphère des lieux, mettre un peu de Corée dans ce chez-moi chimérique dont je parlais plus tôt. Eh ben, j'en ai pas mis beaucoup de Corée dans la recette. Aujourd'hui, Jeanne est rentrée en France. Je sais, ça me prend un temps fou de monter les vidéos. Mais du coup, on a eu le temps de prendre du recul sur tout ça. La Corée du Sud, comme beaucoup de pays riches, c'est pas un terrain facile pour s'intégrer. Même si certains locaux sont ouverts et chaleureux, Wani par exemple, parmi tant d'autres, c'est difficile de se construire un vrai cercle social. Se faire dévisager juste parce qu'on porte la barbe, se faire mettre à l'écart par certains collègues sans raison valable, c'est des petites choses qui pèsent à la longue. La société coréenne n'est pas hermétique, mais elle n'accepte vraiment que ceux qui se formatent strictement à ses codes, à sa façon de faire. Et je comprends pourquoi, c'est une forme d'instinct de préservation, j'imagine. Et je leur en veux pas, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et sûrement pas pour ceux qui n'entrent pas dans cet idéal figé. J'ai l'impression que Jeanne a eu du mal avec tout ça. La Corée n'était peut-être pas le pays idéal pour tenter l'expérience, mais je suis persuadé qu'elle a beaucoup appris, qu'elle s'est éclatée malgré tout, et qu'elle referait exactement la même chose si c'était à refaire. Alors j'ai laissé Daegu derrière moi, sans trop y penser. Busan, à une demi-heure de vol de la côte japonaise, c'était la dernière étape. J'y suis arrivé sous la pluie, la fatigue déjà bien installée. La ville avait tout pour impressionner, ses rues bondées, ses quartiers colorés, ses gratte-ciel qui poussent comme des pissenlits. Mais j'ai traversé tout ça comme on traverse un rêve un peu flou, avec une distance, avec lassitude. J'avais l'impression que plus la Corée me montrait ses couleurs, plus je la voyais en nuances de gris. Je pense que j'avais juste besoin de souffler, d'arrêter de tout suranalyser. Et de toute façon, on peut pas comprendre un pays en 2 semaines. Alors, j'ai arrêté de chercher. J'ai laissé la ville m'écraser, me bercer, me dépasser. Busan était la conclusion parfaite, un condensé de beauté et de distance, comme ce voyage en Corée dans son ensemble. Le lendemain, pour conjurer le sort, j'ai joué au parfait touriste en me dirigeant vers le village culturel de Gamcheon. Construit dans les années 20 et 30 près du port pour loger la classe ouvrière, il s'est agrandi tout au long du XXe siècle, mais les conditions de vie sont restées précaires. Au moins jusqu'en 2009, quand le gouvernement a décidé de repeindre le quartier de couleurs vives, de rénover les façades et d'y installer des œuvres d'art, avec une étrange fixette sur le Petit Prince de Saint-Exupéry, que je m'explique pas trop. Derrière les façades éclatantes, beaucoup de maisons sont encore vides. Les rénovations sont surtout cosmétiques.
C'est pas vraiment un village de charme au sens classique, c'est plutôt une sorte de cache-misère à l'albanaise. C'est le spot touristique de Busan par excellence, et pourtant c'était quasi désert. Même les magasins étaient vides, c'était un peu artificiel, et pourtant j'ai trouvé ça très beau, résolument atypique. J'ai arpenté ces ruelles pentues presque seul, avec ce sentiment privilégié d'avoir accès à une parenthèse rare. Décidément, la Corée, j'arrive pas à la ranger dans des cases. Surtout que dès que tu sors du port, tu te retrouves déjà plongé dans l'effervescence de la place Bif, au milieu des néons, des écrans géants et du bruit permanent. Deux mondes opposés à quelques minutes de marche l'un de l'autre, voilà peut-être ce qui définit le mieux ce beau pays. Un mélange déroutant d'authenticité et d'artifice, de vide et de trop-plein. Moi, le trop-plein, ça me bassine, alors j'y mets les voiles vers le vide très tôt le lendemain matin. J'adore les premières heures du jour par ici. Le calme, la brume, la rosée, cette ambiance à la Miyazaki. Le temple de Seokbulsa, temple bouddhiste accroché à flanc de montagne, ne se mérite qu'à pied. Son accès par un sentier de randonnée filtre naturellement les feignants, et si tu choisis d'y aller à l'aube, c'est aussi tranquille qu'un lieu d'intérêt puisse l'être. C'est un lieu éthéré, intact dans sa spiritualité, qui vaut bien décourter sa nuit pour s'y rendre. Pour compléter mon tour express de Busan, j'ai passé l'après-midi au temple Aedong-Yonggung face à la mer de l'Est. En soi, c'est la mer du Japon, mais on va respecter la nomenclature coréenne pour cette fois. Il rivalise de beauté avec le précédent, mais sa sérénité s'érode sous le flot des touristes bruyants qui scrutent chaque centimètre carré du complexe. Je me demande bien comment les fidèles parviennent encore à se concentrer sur leur rituel dans ce brouhaha informe, pendant que le roi du Bourbistan les espionne ostensiblement entre deux pylônes avec ses gros sabots et sa caméra de 2 kilos. J'ai été un peu déçu par la Corée du Sud. C'est une nation incroyable, mais je l'ai pas visitée quand j'avais besoin d'elle. Je m'étais lancé à travers le projet Balthazar dans une course à la stimulation et j'ai refusé de voir ce pays, facile d'accès dans mes standards, comme une pause salutaire dans mon périple si j'avais su l'accepter en tant que tel. S'arrêter et contempler, c'est bien aussi. De toute façon, la fin d'un voyage ne marque que le début du suivant. Retour à la maison. Le prochain épisode sera le plus long de la chaîne et se déroulera au Japon, pays sur lequel j'ai énormément de choses à dire. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas le rater. La bise.